Bien que faisant partie de la Triple Alliance, aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche, l'Italie était entrée en guerre aux côtés des Alliés en 1915. Mais elle était sortie frustrée de la guerre car les traités lui avaient accordé le Tyrol, ainsi que le Trentin, et l'Istrie, mais pas la Dalmatie. La côte dalmate, qui appartient aujourd'hui à la Croatie, était revenue à l'époque à la Yougoslavie, elle avait quand même quelques raisons d'être italienne, car c'était des colonies vénitiennes, notamment la ville de Dubrovnik, qui est aussi nommée Raguse. Et on en voit très bien la trace de cette influence italienne à Raguse. Et donc la question des terres irrédentes restait toujours à vif. On parlait à l'époque donc de victoires mutilées. Et cette question de Fiume, de la ville de Fiume, qui n'était pas revenue à l'Italie, qu'on appelle aussi Rijeka, était particulièrement brûlante, et si bien que le poète Gabriel D'Annunzio, en septembre 1919, avait lancé, avec les Arditi, qui étaient les troupes d'élite de l'armée italienne pendant la guerre, une opération contre Fiume. Il s'était emparé de la ville et de ses environs, et il y avait fondé un État libre qu'il avait offert à l'Italie, mais l'État italien l'avait refusé. Néanmoins, cet État libre de Fiume entrera en guerre avec l'Italie, il y aura un bombardement, et ça reviendra en 1920 à l'Italie finalement. Une aventure assez spectaculaire et étonnante, mais il faut ajouter à ces passions nationalistes une autre question qui agite l'Italie, c'est qu'il y a beaucoup de grèves après la guerre, et il y a aussi une menace de révolution bolchevique, un peu comme partout en Europe. Et donc cette menace va jouer également un rôle dans la naissance du parti fasciste. Et ce parti fasciste sera fondé par Mussolini. Benito Mussolini, c'est un militant socialiste qui est instituteur, qui a une vie assez mouvementée d'ailleurs, et qui est devenu en 1912 directeur du journal socialiste qui s'appelle Avanti. Mais en 1914, il avait estimé que l'Italie devait entrer en guerre. Il pensait que louper cette entrée dans la guerre, c'était louper le train de l'histoire. Donc il avait été exclu du Parti socialiste. En 1914, il avait fondé son propre journal, Il Popolo d'Italia. Et pendant la guerre, il avait servi dans les Bersagliers. Et après la guerre, en 1919, il avait fondé les Faisceaux de combat, qui ont connu sous le nom de Chemises Noires. C'était des groupes paramilitaires qui appuyaient les grévistes, mais en même temps affrontaient dans la rue les communistes. Donc il y avait une aspiration sociale qui était non pas internationaliste, mais plutôt nationaliste. Ça va être une caractéristique du fascisme. Et le fascisme va rester un peu dans l'ambiguïté. Est-ce que c'est un mouvement de gauche par ses aspirations sociales ou un mouvement de droite? Eh bien, ça va se décider en 1920, quand Mussolini fait alliance avec la droite, qui est menée à l'époque par Giolitti, qui sera d'ailleurs président du Conseil en Italie jusqu'en 1921. Et cette alliance avec la droite permet à Mussolini de faire élire 35 députés aux élections de 1920, et il est lui-même élu. Mais le parti fasciste ne sera fondé que l'année suivante, le Parti national-fasciste, en 1921. Et ce parti va prendre le pouvoir à la suite de la marche sur Rome qui est lancée le 28 octobre 1922. Les chemises noires marchent sur Rome. Mussolini reste d'ailleurs prudemment observateur jusqu'au dernier moment, mais il se trouve que le roi Victor Emmanuel III refuse de proclamer l'état de siège, si bien que cette marche sur Rome réussit et que le 30 octobre, Mussolini est nommé donc par le roi Victor Emmanuel III président du Conseil, et il reçoit l'investiture de la Chambre des députés tout à fait légalement. Et ce n'est que vers 1925, en réalité, que le régime fasciste va prendre toutes ces caractéristiques avec le vote des lois fascistissimes, comme on les appelle, qui vont faire du fascisme un régime de parti unique, c'est-à-dire que le parti finalement fait corps avec l'État. L'État n'est plus une institution un petit peu neutre, mais fait corps avec le parti unique. Donc il y a un unanimisme des opinions qui est réclamé, et bien entendu il s'ensuit une grande censure contre les journaux, et puis un monopole des émissions radiodiffusées qui est proclamé. D'autre part, le monde du travail est embrigadé dans des corporations, et de même la jeunesse est embrigadé dans un mouvement de jeunesse unique qui s'appelle les Balila. Et bien sûr, la propagande fait rage dans les écoles et un peu partout, ainsi que, chose importante, le culte de la personnalité de Mussolini, qu'on appelle désormais le Duce, et ce culte de la personnalité trouve son stade suprême, ou son degré zéro, comme on voudra, dans le slogan suivant, que je trouve absolument sans pareil, Mussolini ha sempre ragione. Mussolini a toujours raison. On ne peut pas être plus clair.
Donc le fascisme essaie de concilier les aspirations sociales et les aspirations nationales. Il s'oppose donc à l'internationalisme. D'autre part, il cultive beaucoup la modernité. Il y a le goût de la culture physique, on aime bien montrer des gens en pleine forme, il y a des tas de clubs sportifs, il se distingue tout à fait du conservatisme pour ça, et c'est vraiment de façon d'être nouvelle du XXe siècle qui apparaît, pas seulement dans le fascisme d'ailleurs. Et on peut voir que même en art, la peinture futuriste va très bien avec le fascisme. Il y a eu une exposition à Paris qui a tâché très difficilement de prouver que les peintres futuristes n'avaient rien de fasciste, il n'en est rien, ils sont tout à fait pleins de sympathie pour le fascisme. On voit également le quartier de Léouer qui avait été construit pour une exposition internationale qui n'est pas eu lieu, qui aussi montre ce goût de la modernité associé à un culte du passé latin et romain, bien sûr. Et ce quartier de Léouer apparaît d'ailleurs très souvent dans les peintures d'un peintre comme Chirico, qui était un peintre futuriste. Mais ces caractéristiques architecturales ne sont pas tout à fait propres au fascisme, elles existent un peu partout, on les voit dans les constructions des bourses du travail en France, l'architecture soviétique, national-socialiste, ça se ressemble un petit peu, et puis c'est aussi l'époque où se développent les Jeux Olympiques, le scoutisme, vous voyez, toute une façon d'être et d'éduquer la jeunesse qui est nouvelle, et qui ne fait pas du fascisme sur ce point-là un régime extrêmement original. On retrouve aussi d'ailleurs cet esprit dans la poésie d'Apollinaire, qui lui-même, quoique à moitié italien, à moitié polonais, avait fait la guerre dans l'armée française parce qu'il trouvait qu'il ne fallait pas louper cette guerre, et même dans ses poèmes, il fait beaucoup l'apologie de la guerre. Vous voyez tous ces traits qu'on retrouve dans le fascisme. Mais il faut bien voir que le fascisme italien n'est pas appuyé sur une idéologie qui se veut scientiste, comme l'est le communisme avec Marx, qui se veut un socialiste scientifique, et pas du tout non plus une idéologie racialiste comme on trouve dans le national-socialisme. En fait, c'est surtout un nationalisme exacerbé, et puis qui s'accompagne d'une grande fierté et d'une tentative de résurgence de l'Empire romain. On reprend les emblèmes de l'Empire romain, le salut romain, bien entendu, et puis l'aigle romaine, la louve romaine, l'emblème, les initiales SPQR, Senatus Populusque Romanus. Si on voit tant de plaques d'égout avec SPQR à Rome, elles ne datent pas de l'Empire romain, elles datent de l'époque de Mussolini. Vous voyez comme il y a beaucoup de traits qui sont tout à fait d'époque dans le fascisme, et bien finalement, ce régime ne suscite pas une horreur extraordinaire et une opposition dans toute l'Europe. Il est même vu avec une certaine bienveillance. Il remet de l'ordre en Italie et ne commet pas de crimes spectaculaires. Et donc si en 1934, Mussolini, qui est en fait le maître quand même, plus exactement le modèle d'Adolf Hitler, rencontre Hitler en 1934, la même année, il s'oppose, et même il fait échec à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Le chancelier autrichien Dollfuss est assassiné, il y a une tentative d'annexer l'Autriche, mais elle échoue car Mussolini masse 2 divisions sur le col du Brenner à la frontière et l'opération échoue. Et il qualifie même d'ailleurs Hitler de fou furieux. Il y a une certaine animosité en réalité de sa part contre Hitler. Toutefois en 1935, lorsque le président du Conseil, Pierre Laval, voudra se rapprocher de l'Italie pour contrebalancer l'influence de Hitler, qui est au pouvoir depuis 2 ans, eh bien cela suscitera un tollé. Et pourquoi? À cause de l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie. Car la France vraiment trouve absolument scandaleux et honteux qu'un pays ait le toupet de vouloir avoir des colonies. C'est vraiment quelque chose de monstrueux que jamais la France n'aurait fait, comme chacun le sait. Et du coup, ce rapprochement avec l'Italie n'aura pas lieu, si bien qu'à petit à petit, l'Italie va se rapprocher de l'Allemagne, ce qui aboutira en 1939 à la signature du pacte d'acier, à l'issue duquel se constituera l'axe Rome-Berlin. Et donc l'Italie et l'Allemagne seront unies dans la guerre.